Bonjour Maria, Bonjour bienvenue Yann. chez Visionary Marketing. Nous allons parler de ton livre Web Crash qui est sorti aux éditions EMS. Et ça m'a rappelé une anecdote. En 96, une jeune Suédoise m'avait dit, alors que je lui expliquais que j'étais consultant Internet, que Internet c'était nul. Alors est-ce qu'elle a eu raison trop tôt? Et le web disparaîtra-t-il en 2040, avant ou jamais? Alors, le web probablement ne disparaîtra pas en 2040, mais il sera extrêmement différent du web qu'on connaît. Et à ta question, est-ce qu'Internet c'est nul? Parfois c'est nul, parfois c'est très bien. Mais le problème c'est que souvent, il ne donne pas la meilleure image de lui. Et donc, oui, ça peut poser question. Et je pense qu'il y a certains leaders d'opinion qui commencent à déserter le web. Et c'est un signe, très certainement. Bon, on va retourner au papier et crayon. En attendant, dans ton livre, tu décris un monde digital en dérapage. C'est une vision d'ailleurs assez noire du monde numérique. Et pourtant, tu es enseignante et tu prônes, c'est ce qui est marqué dans l'introduction, les aspects positifs du Oui. digital. Alors, comment c'est compatible tout ça? Alors moi, j'ai commencé à enseigner le digital il y a très longtemps, il y a presque 20 ans. Et c'est vrai qu'au début, c'était un monde de simplicité extrême et très efficace commercialement. C'était un peu ce qu'on appelle en statistique un outlier, c'est-à-dire en fait, c'était au départ face à Goliath, aux gros médias traditionnels, c'était David. Il était très agile, intéressant. C'était aussi, alors moi en tant que chercheur, un lieu formidable de partage de la connaissance. Et je l'ai vu alors peu à peu se marchandiser. Donc ça c'est un peu normal parce qu'il faut bien qu'il vive ce web. C'est un peu d'ailleurs toute hypothèse du web. Est-ce qu'il va pouvoir suffisamment générer de cash pour faire face aux révolutions technologiques qui s'annoncent? Se marchandiser, se surmarchandiser, se surcomplexifier. Et à la fin, j'avais dans mes cours beaucoup voilà, de directeurs marketing ou de communication qui sont en formation continue, qui me montraient leur campagne et qui me disaient bah, je suis un peu déçue, j'ai fait du Google Ads, ça a très mal marché, ou j'ai fait du Facebook Ads, j'ai rien capté comme conquête, comme nouveau client, comme lead, ou mon lead est très cher. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et j'ai Ouais. commencé à creuser. Et c'est très compliqué au niveau des chiffres parce que vous avez des quantités de sociétés voilà, qui éditent tous les ans livres blancs, rapports, etc. Mais c'est un petit peu le juge, les juges ils sont à peu près jugés partis parce qu'ils vous expliquent combien le web est formidable et quels sont les bons ROI qu'ils ont, mais ils prêchent aussi pour leur paroisse. Bon, c'est un peu les dingues qui votent pour Noël. Mais C'est alors ça. donc, est-ce que tu vas arrêter d'enseigner le marketing digital? Donc tu vas te mettre à la comptabilité ou... Non, 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 parce que alors moi c'est vrai que de plus en plus j'enseigne le Web 3, c'est vrai. Donc alors je n'ai pas arrêté d'enseigner le marketing digital. Pour moi c'est des bases, c'est-à-dire que quand on se lance dans le marketing, bon, j'ai déjà arrêté d'enseigner le marketing, arrêté d'enseigner le marketing digital, mais globalement, quand on se lance dans le marketing, il y a des bases à connaître. Et pour moi, ben voilà, c'est dans le marketing digital, il y a des quantités de bases à connaître, il y a l'appréhension du web. Enfin, ce que je dis à mes étudiantes, c'est aussi soyez le plus techno possible, intéressez-vous à ce qui sort. Mais je l'enseigne différemment, D'accord. c'est très clair. J'ai une partie moins axée sur les outils, c'est-à-dire qu'avant, bah, on allait passer énormément de temps sur Google Ads. Voilà, on continue, mais ce qu'on va regarder, c'est comment fonctionne un générateur de mots-clés. C'est ça qui est intéressant. Non, je vais continuer, mais très différemment. Donc dans marketing et digital, ce qui est désespérant, c'est plutôt le marketing plutôt que le digital. Oui. D'accord. Ok. Donc on le dira à nos amis de la détente. Alors ce livre, Web Crash, le jour, je l'ai le sous-titre, le jour où le web a fait faillite, c'est quand même, c'est pas rien, devrait-il être interprété comme un avertissement aux marketeurs, ou une remontrance même adressée aux acteurs du web, aux utilisateurs, aux marketeurs? À qui finalement? Qui est fautif dans tout ça? Déjà aux grands ordonnateurs du web, donc, dont les principaux sont les GAFAM quand même. Donc oui, remontrance sur ce qu'ils ont fait du web. Très, très clairement, ce n'était pas l'idée initiale.
Après, les directeurs marketing, je ne leur ferai pas de remontrance. Quelque part, voilà, ils sont pris dans un écosystème, ils sont complètement pieds et poings liés. Ça, il est très très difficile de sortir de chaque écosystème. Par exemple, sortir de l'écosystème Google, je rencontre voilà, des gens qui sont obligés d'arrêter GA4, par exemple. Ils ont déjà dû se mettre de Google Analytics à GA4. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent GA4. Et on se rend compte que c'est extrêmement complexe. Donc, par contre, qu'ils soient... mais ils en ont parfaitement conscience, en fait. J'ai pas besoin de leur dire. Donc, je ne vais pas les fustiger. Ce que je fustigerai plus, c'est un peu tous les parasites qui gravitent autour du web. Voilà, des gens qui vous promettent monts et merveilles, de devenir riche. Tout ça, c'est très fatigant à lire voilà, sur les réseaux sociaux, c'est ennuyeux. Et puis les utilisateurs non plus, je ne les fustigerai pas. Bien entendu, on peut fustiger des gens qui font du web parfois une véritable poubelle, c'est très clair. Mais sinon, l'utilisateur lambda, lui aussi, il est un peu pieds et poings liés sur... il y a des choses qu'il ne peut plus du tout faire sans le web, et ça pose d'ailleurs question même pour notre démocratie d'ailleurs. Hein, D'accord. Mais alors, donc, les gens qui transforment le web en poubelle, ou je dirais qui exagèrent un peu, c'est des choses qu'on a connues dans le marketing quand il n'y avait pas le web, quand il n'y avait même pas le Minitel d'ailleurs. Il y a des gens qui exagèrent. Je me souviens, chez mes grands-parents, il y avait des voitures à gagner tous les jours. C'est un peu le travers du marketing, non? Au moins certains marketeurs. Oui, mais là, ça prend des proportions énormes. Sur TikTok, par exemple, il y a 100 000 influenceurs. Globalement, si on considère qu'un influenceur est une sorte de média, je dirais que c'est beaucoup. Bien sûr, alors, voilà, mon souci, c'est que je me dis, on fait croire monts et merveilles à plein de gens. Il y a eu beaucoup d'affaires sur les faux influenceurs, sur le dropshipping, enfin des vilaines affaires où on se rend compte que parfois on trompe les gens. Et il y a presque trop de monde sur le marché. Pour moi, il y a aussi des gens voilà, qui se lancent et qui apportent aucune valeur. Et je pense que là-dessus, il faudrait... Et je pense que quelque part, il va y avoir un tournant, une sorte de nettoyage où on se rend compte que si le web, à un moment donné, va être moins efficace ou très différent, les barrières à l'entrée vont augmenter. Par exemple, sur l'IA, les barrières à l'entrée vont être énormes. Et donc, finalement... on va se recentrer sur un web plus petit en termes d'acteurs et ça ne sera pas plus mal. Alors, au début du livre, tu commences par une fiction qui est assez amusante. Tu décris l'effondrement du web en 2040. Oui. Et justement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, où on est dépendant d'Internet et que ce n'est pas forcément bon pour la société. Alors, tu décris je cite des films de gens devant les distributeurs alimentaires automatisés. Là, déjà, ça dit quelque chose sur la façon dont on s'alimente. Et des voitures électriques à l'arrêt également. Alors, finalement, il faut débrancher Internet ? Non, il faut prendre conscience que... alors, Internet, parce que je fais une distinction entre Internet et le web. Internet, c'est tout le dur. Et le web, je dirais, c'est la couche applicative, en fait. Et en fait, il faut prendre conscience que c'est un outil formidable, mais fragile, qui peut être complètement submergé. Alors, il y a plein de menaces submergées par les masses de données, submergées par les bots, submergées par les hackers, submergées par voilà, les problématiques de cybersécurité. Et tout est possible et on voit beaucoup de plantages. En fait, quand on a des sites spécialisés effectivement qui observent Internet, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus, un peu de tous les côtés, voilà. Et donc aussi bien les câbles sous-marins qui sont pas si sécurisés que ça. Il y a beaucoup de problématiques où on se rend compte que finalement, dans des contextes géopolitiques, on peut couper des câbles sans aucun problème et tuer l'adversaire comme ça. Et puis quand on va voler du matériel informatique, des attaques DDoS, enfin, il y a plein de choses qui font que Internet est de plus en plus fragile. Oui. Et force est de constater que Poutine aurait très bien pu faire couper les câbles qui passent en dessous de la Crimée, et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, mais la Chine pourrait aussi, paraît-il, couper des câbles taïwanais, il pourrait. Bon, peut-être qu'ils le feront, je ne sais pas. Ça reste du conditionnel en tout cas. Mais ça illustre quand même en fait,
voilà, la fragilité d'Internet avec une gouvernance extrêmement floue. Finalement, beaucoup d'acteurs qui veulent leurs câbles, qui partagent la propriété des câbles. Donc il y a voilà, beaucoup de problématiques géopolitiques qu'on oublie complètement. Alors, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu Citron Marine, Citron qui était mon ancienne maison. Enfin, pas le même agrume, mais enfin, on a bien compris. Voilà. Alors, tu parles aussi du combat de Tim Berners-Lee. Oui. Donc lui, je suppose que c'est le gentil contre oui, les méchants, oui. contre les marchands du temple, hein, je cite. Oui, oui. Ce combat est-il perdu et le web comme espace de liberté est-il perdu aussi à jamais? Alors, dans le livre, je fais l'hypothèse qu'il restera ce que j'appelle un web militant. En fait, j'ai un peu regardé l'évolution des médias américains et je me suis rendu compte que le modèle d'abonnement ne marchait pas, mais que le modèle de don sur certains médias et sur certaines communautés très impliquées fonctionne. Donc ce web militant pourra, bizarrement, il est plus agile, il est sobre, il a été habitué à vivre avec très peu d'argent, donc lui pourra survivre. Après, oui, Tim Berners-Lee, en fait, c'est un peu la figure du web des pionniers, hein, des gens qui sont toujours battus contre la monétisation. Je suis un peu déçue par ce qui arrive au Web 3, par exemple, parce que pour le coup, c'est un web qui est pas du tout, enfin qui au départ théoriquement décentralisé contre les banques, fondé sur des cryptos, indépendant de tout ça, et qui devient extrêmement monétisé, pas trop monétisable en ce moment, mais très monétisé, donc gros point d'interrogation quand même. Bon, faut dire que le terme a été découvert par le fondateur d'Ethereum, donc on pouvait peut-être s'y attendre dès le départ. Alors le pied de nez quand même, à la page 37, hein, soyons précis, c'est que tu révèles quand même que cette fiction a été produite par une intelligence artificielle, enfin avec l'aide d'une intelligence artificielle. Oui, avec l'aide. Ouais. Alors moi justement, y aurait-il une fatalité induite dans la fragilité d'Internet? Parce que si cette intelligence artificielle arrive à inventer cette fiction avec cette fragilité d'Internet, c'est que finalement, peut-être, le ver était dans le fruit dès le départ. Oui, alors, le ver est dans le fruit. Alors, cette fiction, on l'a coécrite. J'ai coécrite vraiment avec elle. Sans moi, elle ne pouvait pas l'écrire. Et sans elle, je l'aurais écrit peut-être moins bien. Je ne sais pas. Certainement, j'aurais mis plus de temps. Donc, le ver est dans le fruit, bien sûr, ça pose question sur... je pense, en fait, le web est de plus en plus robotisé, automatisé. Hein, je parle peut-être de la place de l'homme dans le web, point d'interrogation. L'homme moins acteur, c'était quand même pas la promesse du web. Surtout quand on parlait du web, le marché des conversations, le web 2.0, tout le monde fait son site, enfin... Ça, j'ai aimé beaucoup cette période-là. Peut-être qu'on aimera aussi la suivante, mais on aura une place tout à fait différente. Alors justement, vu cette fragilité, j'ai lancé hier comme une boutade, mais il faudrait relancer X25 en fait, d'une certaine manière. Comme ça, on aurait, puisque en plus tout le monde veut de la souveraineté, là pour le coup, on l'aurait. Oui. Alors pourquoi on ne le fait pas? La souveraineté, malheureusement, c'est compliqué à construire. Enfin, pour l'instant, on n'est pas très bon sur le sujet. Moi, alors, en termes de souveraineté, moi, ce qui me choque le plus, c'est toute cette problématique du cloud, où là, on a zéro souveraineté. Et je regardais, je me disais, mais la souveraineté, finalement, peut-être qu'elle ne viendra pas des États, elle viendra des individus. Hier, je lisais sur LinkedIn un gars qui disait, nous, on a abandonné tout le cloud, on a tout réinternalisé. Nous, ça dit, mais vous êtes fous, ça vous coûte extrêmement cher. Et finalement, ça nous coûte moins cher. Donc peut-être que la souveraineté viendra des acteurs économiques eux-mêmes qui feront leur compte à un moment donné. Bon, on leur souhaite de ne pas être attaqués par un rançongiciel, sinon là, je pense qu'ils verront les prix ne sont pas les mêmes. Ouais, quand tu as un incendie sur des serveurs... C'est vrai, oui. Voilà. Mais ça, là, pour le coup, c'était justement pas un hébergeur étranger. Donc, oui. Alors, revenons au fond du livre. Dans ce que tu décris, c'est comme un chemin tortueux d'un monde d'acronymes, de ratios, de marques, d'argent et d'addiction carrément. Hein. Oui. Tout ça, ça donne vraiment pas envie de se lancer dans le digital. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on dise à nos élèves là? Arrêter, les faire du vélo? Non, parce que déjà nos élèves,
des miens en tout cas sont tous en entreprise, c'est des apprentis ou des gens en formation continue, donc ils sont complètement dans le digital. Moi, alors vraiment, j'essaye de leur apprendre les fondamentaux, voilà, un peu une sorte d'alphabet. Après, le web va devenir ce qu'il va devenir, mais au moins, ils sauront lire et écrire. Voilà. Et je pense que je leur dis, apprenez des langages, soyez curieux, ça c'est important, parce que de toute façon, même si, bon, je fais l'hypothèse que le web va devenir autre chose, mais ce sera toujours du web. Voilà. Donc il ne disparaîtra pas. Ensuite, on a beaucoup aussi d'élèves qui ont trouvé des modèles économiques hors du web. Ah oui. Et je connais aussi beaucoup de gens qui sont sortis du web pour devenir cultivateurs. Voilà. Donc, tout n'est pas... Il faut aussi pouvoir penser, voilà, out of the box, comme on dit. En fait, vraiment, au-delà de ces schémas de pensée un peu enfermants. Bon, après, le business model des agriculteurs n'est pas forcément très simple non plus, mais bon... Non plus. Non plus. Alors, j'ai sélectionné quelques visuels qui sont sortis de ton livre. Oui. Et on va zoomer sur ces différents sujets. Alors d'abord, les campagnes digitales, on en a touché un mot tout à l'heure, n'ont a priori pas ta faveur. Alors, est-ce qu'il faut en revenir à TF1 ? Alors, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, sur la télé, il faut acheter maintenant. Maintenant, parce que justement, je ne citerai pas la chaîne de télé que je suis allée voir hier, qui m'a dit qu'il y allait y avoir probablement une augmentation des coûts GRP, donc l'achat d'espace va être plus cher. La télé aujourd'hui, pourquoi c'est cette augmentation des coûts GRP ? Parce qu'on va prendre en compte le hors télé. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de mesure d'audience, Médiamétrie va prendre en compte tous les gens qui regardent la télé, la tablette mobile hors télé. Voilà. Et donc, finalement, on va vous dire aux gens, il y a beaucoup plus d'audience que ce qu'on pensait, donc vous allez payer plus cher. Là, en ce moment, la télé, pour moi, c'est un outil intéressant, comme est intéressant la radio, sur en plus des cibles plutôt CSP+. Donc, quand on parle de campagne, de communication générale, c'est bien de revenir à du multimédia, du cross-canal, etc. Tout ce qu'on connaît en termes de média planning et pas faire que du digital. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, le digital, ça représente l'essentiel des budgets publicitaires, et notamment mobile d'ailleurs, contrairement à ce que les gens croient. Oui. C'est une erreur ? En fait, alors j'ai un peu regardé dans le livre, effectivement. On se rend compte que le revenu généré par les utilisateurs, ce qu'on appelle le fameux ARPU, qui est encore un acronyme, finalement ne progresse pas tellement. Il est très disparate selon les zones, donc quand on fait des campagnes à l'international, ça peut être très compliqué, et qu'au bout du compte, les gens, dans une perspective d'inflation, etc., hésitent beaucoup à payer un abonnement pour avoir une appli, etc. Donc, bien sûr, on est tout le temps sur son mobile, mais on ne dépense pas tant d'argent que ça. En tout cas, ce n'est pas en rapport avec le temps passé, le temps qu'on passe sur le mobile. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué aussi les campagnes digitales qui ne fonctionnaient pas. Est-ce qu'elles sont nulles parce que c'est nul, ou est-ce qu'elles sont nulles parce que les marketeurs sont nuls ? Ah non, je dirais pas ça. Je dirais que parfois, ils n'ont pas les bons chiffres. Donc, en fait, par exemple, comment calculer ? Alors, on a beaucoup de KPI, mais finalement, on me dit le plus important, c'est ce qu'on appelle l'incrémental. Avant, je vendais combien, après, je vends combien. Et on essaie de ne pas regarder entre les deux. Ça, c'est beaucoup de directeurs marketing qui me disent Maria, voilà, j'ai abandonné entre les deux parce que déjà, j'y comprends plus rien et que finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'incrémental. Donc, c'est quand même compliqué de se dire ok, parfois j'ai un bon incrémental, parfois j'ai bien vendu et parfois j'ai mal vendu, mais si je regarde pas parce que j'ai plus du tout la chaîne de valeur, la compréhension de la chaîne de valeur entre les deux, comment je fais ? Donc, ils sont pas nuls, parfois pas du tout. Parfois, ils sont perdus, parfois, on ne leur donne pas les bons outils, parfois, on ne leur donne pas les bons chiffres. Quand on voit comment on achète en programmatique, comment on peut vraiment gérer sa campagne ? C'est très compliqué. D'ailleurs, le programmatique n'a en ce moment pas trop le vent en poupe. Voilà. C'est vrai que c'est assez complexe à expliquer. Mais heureusement, il y a Albert. Ah oui.
ce cher Albert. Oui, alors ça c'est une boutade. Je suis tombée effectivement sur voilà, une société, Alberia, qui vous dit globalement tout le process de gestion d'une campagne, c'est très long, très compliqué. Nous avons l'intelligence artificielle qu'il faut, qui va vous faire gagner un temps fou. Et il y a un certain nombre de chiffres qui montrent que les directeurs marketing passent leur temps à gérer de la complexité. Et ils ont finalement plus le temps de faire du business. Et grâce à Albert, tout ça va changer. Alors pour paraphraser Stéphane Amarcy, le directeur marketing de demain sera un algorithme? Ou possible. Ah ouais, c'est pas... Oui, tout à fait. On va passer à la question suivante. Comme le directeur financier ou comme le DRH. Hein. Ouais. Oui. Bon, finalement, l'avenir de demain, c'est la civilisation du loisir, en fait. Ah ça serait bien. Oui, d'accord. Voilà, ça serait bien. Alors, grâce au web, on reviendrait sur finalement un peu les rêves précurseurs des pionniers du web. Revenu universel, civilisation des loisirs, mais pourquoi pas? Alors, à la page 89, tu décris les coûts par lead. Alors là, on peut parler de l'explosion des prix des CPL, comme tu dis, des CPC aussi. On pourrait commencer par les CPC. Des CPC. Notamment en assurance, je crois que le prix moyen est à $27. C'était il y a déjà 3 ans, donc on doit être à 50. Quels sont les secteurs qui souffrent le plus? Et les marketeurs ne sont-ils pas responsables aussi de cette inflation? Alors, en fait, dès que le secteur marche, je dirais en termes de demande consommateur, finalement, on se rend compte que les CPL augmentent, les coûts par lead, le lead étant très grossièrement dit un contact qualifié. Est-ce qu'ils sont responsables? Plus trop, parce que finalement, alors moi qui fais de la publicité depuis très longtemps, quand j'ai commencé en pub, on faisait de la négo. Après, avec la loi Sapin, ça c'est un petit peu, on a commencé à voir qu'on ne pouvait plus trop négocier, mais c'était ça. Or, là aujourd'hui, tu ne peux plus rien négocier. Quand tu achètes de l'espace publicitaire, rien que je prends Google Ads, voilà, on te dit c'est tant, c'est compliqué parce que tu as l'impression que si tu mets le plus cher sur la table, tu vas gagner l'enchère, mais en fait non, parce qu'on te parle de quality score et que donc si tu n'as pas de bon, bref, donc tu ne peux plus rien négocier. Et donc la fin de la négo fait que finalement les annonceurs ils sont là aussi complètement dépendants, ils n'ont plus de levier d'action. Or c'est dommage parce que la fin de la négo homme à homme, c'était aussi ça le dialogue. Et les acteurs entre eux, aussi bien les fournisseurs d'espace que les acheteurs d'espace, si tu passes en problématique par des ADEX, des SP, etc., tu ne te parles plus. Et tu as laissé la main du marché aux machines. Bon, on pourrait avoir des machines qui négocient avec les machines, comme ça se fait en automatic trading. C'est ce qu'elles font en programmatique. Les machines négocient avec les machines, mais là-dedans, plus de négo, plus de contact humain, plus rien. Alors bon, donc on sent que la publicité et la génération de leads par Internet, ça n'a pas les faveurs de ton livre ni de toi-même. Quelles sont les alternatives? Alors l'inbound, ça n'a pas l'air non plus, parce que tu nous dis à la page 207, les créateurs de contenu, les blogueurs, on se sent un peu visé là ici, les curateurs du web sont menacés par l'IA. Ah oui. Depuis le temps qu'on prédit notre mort, et pourtant tu es ici devant moi. Je suis toujours là, au bout de 30 ans. Je suis venue, Yann, te rencontrer parce qu'on ne se connaissait pas. Je ne suis pas venue rencontrer quelqu'un qui fait de l'inbound. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je suis venue rencontrer un humain et je suis bien contente de t'avoir rencontré. Il va y avoir pas mal de soucis. Alors, évidemment, le SEO quand même va beaucoup, on voit, Search Generative Experience, etc. Tout ça va beaucoup fragiliser le marché quelque part de l'inbound. Alors là aussi, pour l'inbound, il y avait pour moi trop d'acteurs. Il faut faire de l'inbound intelligent. Quand vous avez des sites qui cherchent que du Google AdSense et puis du clic, ça n'a plus aucun intérêt. Mais quand on voit qu'Amazon est débordé par les livres écrits par l'IA, alors c'est pas d'inbound, mais c'est quand même un signe que le rédactionnel va être de plus en plus entre les mains de ces machines. Comment faire de l'inbound intelligent? En fait, c'est ça.
moi, je ne suis pas contre l'inbound, mais j'ai beaucoup d'étudiants voilà, qui font du B2B, qui sont spécialisés en grands comptes, etc. Je leur dis oui, c'est très intéressant, mais il faut faire de l'inbound d'experts. Oui. Et là, on survit. La niche, en fait. Hein, ça, c'est aussi un grand mot de l'Internet. On pourrait te rétorquer avec Mark Schaeffer, par exemple, que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, que oui, tout ça, en fait, va nous servir, nous qui sommes, j'allais dire, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais enfin des figures d'autorité qui font autorité sur leur domaine, entendons, pas autorité sur tout et n'importe quoi, mais qui connaissent leur sujet et qui parlent d'expérience et non pas à tort et à travers avec des générateurs de texte. Oui, je pense que ceux qui survivront seront les bons, hein, comme dans beaucoup de marchés un peu secoués et disruptés, comme on dit. Bien sûr, ça, il n'y a pas de souci, parce que ce que tu fais, une IA ne pourra pas le faire maintenant, mais peut-être que dans quelques temps, elle pourra le faire aussi. Bon, on a encore un petit peu d'avenir, mais enfin bon, vu que j'ai plus pour longtemps à vivre, c'est pas très grave. Alors, l'évolution des taux d'engagement, page 235, alors là tu décris des taux d'engagement, on connaît l'histoire, mais c'est effectivement de plus en plus abyssal. Ce sont des taux quasi zéro, on va dire, c'est du zéro, ça fait déjà très longtemps d'ailleurs que c'est du zéro. Alors est-ce que ce sont les taux d'engagement qui deviennent moyens, ou est-ce que ce sont les utilisateurs ou les community managers qui deviennent moyens, ou qui sont toujours été moyens d'ailleurs, je ne sais pas. Je te laisse la responsabilité sur les community managers. On verra s'ils suivent et s'ils écoutent jusqu'à ce moment-là. Oui, voilà, comme ça on saura. Comme ça on fait une bonne polémique sur X et puis voilà. Alors je pense qu'il y a quand même une sorte de fatigue digitale, mais qui est quand même due aux réseaux sociaux eux-mêmes. Parce que finalement, là aussi, les réseaux sociaux, vous allez sur Facebook, vous avez très rarement la photo du petit dernier qui vient de naître, mais par contre, vous avez la pub de la dernière marque, je ne sais pas, pour cheveux brillants, qui est bien sur votre feed. Et c'est ça qui gêne. Et à un moment donné, à force de faire ça, c'est le serpent qui se mord la queue. D'énormes coûts, donc on doit monétiser. Donc pour monétiser, on fait de la pub. Donc si on fait de la pub, il y a moins de place pour quelque part l'UGC, comme on dit. Hein. Et puis les gens, à la fin, ne voient plus des contenus humains. Et donc réagissent de moins en moins. Et après, sont de moins en moins, à terme, seront de moins en moins, même si les chiffres ne le montrent pas encore, seront de moins en moins sur les réseaux. On voit depuis quelques temps de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, Blue Sky, Threads, là, tous les jours. Des centaines d'alertes sur Threads tous les jours, là, c'est incroyable. C'est un signe de malaise, je suppose, parce que ça veut dire que l'offre qui a satisfait tout le monde pendant peut-être trop longtemps n'est plus satisfaisante, mais c'est peut-être aussi un signe positif qu'on va pouvoir peut-être retrouver nos fameuses conversations du CloudTrail Manifesto. Je pense pas, non. Bon, j'aurais essayé. Hein. Pourquoi ? Alors donc là c'est vraiment parfois des lancements d'opportunités. On profite de la faiblesse d'un réseau qui s'était bien installé pour essayer d'en installer un autre. Ça a toujours marché comme ça d'ailleurs, les réseaux. Hein. Il y a beaucoup de naissances et beaucoup de morts. Voilà. Après, est-ce que l'utilisateur lambda, le consommateur lambda, l'internaute moyen, il a envie d'investir du temps sur quelque part des coûts d'adoption, de compréhension de comment marche le réseau. Non, ça va finalement attirer que des gens qui sont des professionnels du secteur, qui se disent sur ce réseau, c'est vrai que sur X, moi je regarde mes derniers tweets, j'ai un peu plus de 5000 abonnés, bon c'est un petit compte, mais j'ai très peu d'impressions. Donc ça veut dire que le réseau fonctionne plus du tout, et on se dit je vais aller sur ce nouveau réseau, peut-être que je vais gagner très vite une communauté, un peu comme sur TikTok, en une journée vous aviez déjà 3000 followers, mais l'internaute lambda, est-ce qu'il va aller là ? Est-ce qu'il va trouver du plaisir sur ces nouveaux réseaux constamment ? Et comprendre comment ça fonctionne ? Je ne suis pas tellement sûre en fait. Pour moi, c'est plus un signe de crise du marché où on exploite les derniers petits micro-océans bleus qu'il y a, qui restent peut-être, et quelque part, des lancements intempestifs et continus de nouveaux produits.
Ok. Bon, on comprend, les médias sociaux, c'est cuit. Donc j'aurais essayé de positiver, mais bon, c'est loupé. Alors là, on va continuer la dépression, on va passer aux jeunes et Internet. Alors là, tu nous parles du comportement de Fogg, F-O-2-G, de modèle de technologie persuasive. C'est un concept que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que tu peux le décrire? Alors en fait, il y a trois piliers sur le modèle de Fogg, la motivation, la capacité et les déclencheurs. J'ai étudié ce modèle pour comprendre par exemple le jeu du foulard, donc on reste dans la dépression, voilà. Donc pourquoi les jeunes font des choses stupides sur les réseaux et qui peuvent même les amener à mourir. Donc en fait, Fogg décrit que on peut, donc dans l'univers du web, on a la motivation pour le faire parce que on va avoir plein d'impressions, de likes, de j'aime, de commentaires. Donc on va poster des choses stupides. On a la capacité, parce que maintenant c'est très facile de faire une petite vidéo avec son mobile de ce qu'on fait. Donc capacité, tout est devenu très simple. Et on a des déclencheurs multiples qui peuvent être des incitations d'amis entre guillemets, de camarades de classe, de l'imitation de l'influenceur machin qui fait ça très, très bien et on a envie de lui ressembler. Et donc ces trois éléments pris en même temps amènent les gens à faire des choses stupides. Donc moi j'ai trouvé que le modèle permettait de bien comprendre comment pouvaient fonctionner parfois malheureusement les situations, enfin les comportements extrêmes sur le web. Alors, comme tu enseignes beaucoup, est-ce que tu es, je ne sais pas si la question est pertinente, mais est-ce que tu es optimiste vis-à-vis des jeunes ou est-ce que tu es pessimiste aussi? Ça dépend. Parfois je me dis, ils sont tout le temps sur leur mobile, mais déjà parfois ils ne savent pas servir d'un ordinateur. Voilà. Et puis ils sont sur leur mobile de façon parfois assez passif. Et moi, tout ce que... Alors, même si je considère que le web, on va changer d'univers, j'aurais toujours dit, faites des choses sur le web, montez votre site, votre blog, enfin faites des choses. Ne soyez pas passif. Donc je me bats contre la passivité et récemment, j'aurais interdit le mobile en classe. Et j'aurais dit, bon maintenant ça suffit parce que j'aurais une capacité d'attention parfois très faible. Papier, crayon, vous prenez des notes et j'ai décidé de revoir complètement la façon dont je vais faire cours, où en fait je vais enregistrer tous mes cours, ils devront les visionner avant et l'espace de cours, le temps de cours, on fera des choses. Point final. Parce qu'en fait, le cours PowerPoint classique engendre la passivité. Donc moi, ça m'amène, c'est vrai qu'aussi, quelque part, ces nouveaux usages du web m'amènent à me poser des questions sur mon métier d'enseignant continuellement. Alors moi, j'ai trouvé dans ma pratique, j'ai fait l'inverse en fait. Comme effectivement, j'en trouvais beaucoup qui faisaient leur mail ou faisaient n'importe quoi. Je leur impose le téléphone pour faire des choses sur le mobile. Alors là, ça les bloque tout de suite. Alors le problème, c'est qu'il faut trouver 3 heures. Donc je fais des Kahoot, je fais des QCM sur mobile. On utilise beaucoup l'IA aussi en cours, DALL-E et compagnie, ChatGPT et compagnie. Mais là, je me suis dit, mais ça serait bien qu'ils aient quand même les concepts avant. Donc, ils vont être obligés de travailler. Moi, je trouve que les forcer à, par exemple, concevoir un bon post sur les médias sociaux, ça les sèche pendant un moment et ils apprennent quelque chose. Voilà, et une petite compétition disant, on vous fait gagner ce que j'avais fait, une carte de cinéma, celui qui aura le post. Moi, je fais gagner des bouquins. C'est moins cher qu'une carte de cinéma, mais c'est le même principe, effectivement. Voilà, bon, moi, je suis plutôt positif pour les jeunes. Je trouve qu'ils sont plutôt plus sceptiques qu'on croit et plus réactifs par rapport à ce qui se passe que ce qu'on croit. Je les trouve même d'ailleurs moins à tout prendre, moins crédules que les plus âgés. Oui, ils ont un esprit critique. Alors après qu'il faut utiliser ou pas, ou canaliser, ou discuter, parce que c'est bien aussi de discuter.
Après, ils n'ont pas aussi la même vie que nous. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait des études, je me consacrais à 100% à mes études. Et là, on demande beaucoup. On leur demande d'être à la fois professionnels, d'être performants dans leur entreprise, de faire des études. Je trouve que c'est un rythme très, très dur pour eux. Bien, donc pour aiguiser leur esprit critique, ils pourront continuer à lire Web Crash. Alors on va finir avec les dépenses des consommateurs sur mobile. Tu nous décris un monde où les utilisateurs finalement dépensent relativement peu. On en a parlé tout à l'heure au travers des médias sociaux. Oui. Alors, question peut-être un peu aussi pour gratter un peu contre les murs, est-ce qu'on n'aurait pas survendu un peu l'importance du digital, un peu comme ce que nous dit Václav Smil, qui n'a pas l'air de faire grand cas du numérique et surtout pas des mobiles, qu'il appelle des petits gadgets qui sont sans importance? Alors pour moi, le mobile, c'est la porte ouverte du futur du web. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est le petit outil que vous avez dans la main. Et dans Web Crash, je décris à la fin les différents webs possibles. Et je parle du web ICO, donc interface cerveau-ordinateur, où en fait on travaille maintenant, enfin ça y est, c'est déjà dans les cartons, des bandeaux, des lentilles avec de la réalité augmentée, des lunettes connectées, on a déjà des montres connectées, et le mobile quelque part c'est le précurseur de tout ça, c'est-à-dire un web qui va s'intégrer à notre corps. Ouf. Et il est presque déjà, le mobile est déjà presque vissé ou à notre oreille ou à notre main. Et en fait, à terme, on aura effectivement ces outils, ce web ICO qui est intégré à notre corps et qui va devenir un super deuxième cerveau, quelque part. Donc, non, pour moi, c'est pas du tout un gadget. Alors là, pour le coup, c'est vrai que les utilisateurs, forcément, ne dépensent pas. Alors, après, en termes d'e-commerce, c'est quand même maintenant le point d'entrée privilégié des gens, alors qu'avant on disait jamais on achètera avec le mobile sur. C'est faux, on achète sur le mobile parce que. Et donc, mais c'est un point d'entrée sur, je pense, autre chose à terme de plus intéressant et peut-être plus inquiétant d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Là, on est en train de basculer dans le transhumanisme. Tu vas pouvoir nous écrire un autre bouquin. Là. Oui, mais c'est dans les cartons. Voilà, c'est-à-dire que tout est déjà prêt. On attend peut-être juste, je sais pas, une plus grande acceptation de cette technologie qui fait très peur, évidemment. D'accord. Bon, je ne sais pas si je candidaterai pour ça. Je vais attendre un peu. Pour l'instant, j'ai la montre connectée que je trouve d'ailleurs très pratique parce que justement, elle permet de se passer du téléphone. Et voilà. Et finalement, de l'utiliser beaucoup moins et de le regarder beaucoup moins. Oui. Et surtout quand on est en vélo, ce qui évite de se casser la figure. Alors, à la fin, tu décris au chapitre 4 les IA génératives comme la fin du web humain, rien que ça. Oui. Et pourtant, ton livre est parsemé d'images produites par des IA génératives. Alors comment expliques-tu ce paradoxe? Est-ce que c'est un pied de nez Moi, j'adore ce que fait l'IA. Je suis une grande fan de ce qu'elle fait. Dès le départ, alors c'est vrai qu'en tant que blogueur, quand vous, enfin, je vois des boîtes comme Shutterstock, tu dois prendre quand tu veux illustrer, c'est très compliqué. Là, tout d'un coup, on te dit, mais attends, autonomie totale, tu mets les images que tu veux sur chaque article, tu as juste à décrire. Bon, fantastique. Comme je te disais, avec ChatGPT, j'apprends à m'améliorer sur R et il ne fait pas à ma place. Il me dit, là, tu as fait une faute sur ta ligne de code, machin. Donc, non, donc, c'est pas la fin du web humain, en fait. C'est ambigu. D'une grande partie peut-être du web humain quand même. Alors, on a parlé d'inbound, on a parlé quand même... on voit, nous, on teste en cours, on fait des sites internet avec, donc quid des CMS. Alors c'est dommage parce que WordPress, c'est génial à étudier, à apprendre. Là, voilà, on fait des emails, on fait des posts adaptés à chaque réseau social. Alors ça sera, je pense il y aura beaucoup moins de monde à terme qui travailleront sur le web et pour le web. Ça, par contre, j'en suis persuadée. Maintenant, savoir combien d'emplois vont disparaître, c'est encore une grande polémique, on ne sait pas, mais c'est clair que c'est un tournant, pour moi, c'est un tournant majeur, en fait, de l'Internet. Ouais. Bon, merci Maria. Grâce à toi, je vais pouvoir aller me rhabiller et changer de métier.
Alors, heureusement, j'ai un deuxième métier puisque je suis photographe aussi. Donc là, les photographes ont déjà été disruptés par le digital. Oui. Donc après, il me reste quoi aller faire éboueur ou je sais pas, quelque chose de... non Il y aura des robots à terme. Ah, ça aussi. Mais non, mais vivre et ne rien faire. Vivre à ne rien faire. À ne rien faire. L'éloge de la paresse, en fait. Taxer des robots et avoir une vie intéressante, faire des musées, apprendre des langues étrangères en se disant, faut pas que j'ai l'oreillette qui va me traduire. Voilà, aller à la salle de sport, réinvestir son corps. Alors, et justement, est-ce que par provocation, on ne pourrait pas te renverser la situation et te dire que finalement, on pourrait promouvoir une vision positive du numérique et dire que oui, effectivement, s'il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des choses qui ne vont pas, on pourrait justement mobiliser notre jeunesse, qui est un esprit un peu plus critique, on vient de le dire, pour inventer un nouveau web plus respectueux, plus vert, plus créatif. Oui, j'ai des étudiants qui travaillent sur des serveurs verts, sur des sites internet responsables, qui ont même créé des boîtes tout jeunes sur le sujet. Je suis assez bluffée par ce qu'ils font. Bien sûr, on peut toujours. Bon, il y en a qui ont essayé. Pour l'instant, je dirais que peut-être dans 10 ans, on se rendra compte que le web a tellement changé, et notamment, alors je pense, les deux éléments, objets connectés, le monde de l'IoT qui est déjà dans toutes les industries, les usines, etc. Ça va absolument tout révolutionner. Et puis l'IA, oui, mais c'est vrai que il faut être idéaliste dans la vie, c'est comme ça qu'on avance. Bon, je suis content parce qu'on a réussi à finir sur une note positive. Donc tu as bien fait de venir chez Visionary Marketing. Merci Maria. Et donc on trouve ton livre, bien entendu, dans toutes les bonnes librairies et aussi sur Internet, malheureusement. Bien sûr, bien sûr. Merci Yann.